Voilà. Premier exemple d'estimation de paramètres. Je souhaite évaluer le diamètre moyen des tiges fabriquées sur une certaine chaîne de production. Et ce que je peux connaître, moi, c'est le diamètre des pièces qui ont été produites un jour donné. J'ai un jour pour faire les mesures, donc je ne pourrais pas connaître le diamètre moyen au sens diamètre moyen de toutes les pièces qui auront été fabriquées dans cette chaîne de production pendant toute la durée de fonctionnement de la chaîne de production. Ça prendrait trop de temps. Ce que je peux faire, c'est prendre ce qui a été fabriqué un jour donné et faire des mesures. C'est ce que je fais, et je constate que j'ai 13 pièces qui ont un diamètre de 42 mm, 26 pièces qui ont un diamètre de 43 mm, etc. En tout, j'ai fait 300 mesures. J'ai un échantillon de taille 300. Deuxième exemple, je souhaite mesurer la tension au bord d'une batterie de voiture. Je fais 5 mesures, et les 5 mesures me donnent ces valeurs-là. Ou peut-être de 5 batteries qui sortent successivement d'une chaîne de production, et je trouve ces valeurs-là. Proche de 12, mais jamais exactement égal. Pourquoi je prends deux exemples? Parce que, qu'est-ce qui change fondamentalement entre ces deux exemples? La taille de l'échantillon. On ne va pas traiter de la même manière un échantillon avec 300 objets dedans et un échantillon avec seulement 5. Alors, le principe, le théorème que je vais utiliser par la suite pour traiter justement les deux exemples, la situation est la suivante. J'ai une variable aléatoire dont je ne connais pas ni l'espérance ni la variance. Ça, c'est la situation réelle. Je ne sais pas la valeur moyenne des diamètres des tiges ou la valeur moyenne des tensions au bord des batteries, et je ne sais pas non plus la variance ou l'écart type qu'on observe dans la production. Ces deux nombres-là, je veux les estimer à partir d'un échantillon de valeurs. Alors, pour l'estimation de la moyenne, c'est facile. Donc l'espérance de la loi, c'est-à-dire la valeur mu que je ne connais pas, je vais les estimer par la valeur moyenne sur mon échantillon. Ça paraît assez naturel. Faites 5 mesures de tension. Quelle est la valeur moyenne aux bornes des batteries qui sortent de cette chaîne de production? Vous allez considérer que c'est la valeur moyenne des 5 mesures que vous avez pu faire. Vous savez que ce n'est pas exactement la valeur moyenne, parce que vous avez fait que 5 mesures, mais c'est ce que vous pouvez faire de mieux avec l'échantillon dont vous disposez. Pareil pour les tiges. Donc on fait le calcul et on trouve d'un côté 44,73 mm et de l'autre une tension de 11,97 volts. Ça, c'est l'estimateur de la moyenne. Pour estimer la variance, on a dit que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc on aura envie de prendre comme estimateur de la variance de la loi, on note ça sigma carré, un estimateur qu'on pourrait noter sigma prime carré, qui est la variance mesurée sur l'échantillon. Mais ça, malheureusement, c'est un estimateur biaisé. En effet, si on fait un grand nombre de mesures sur plusieurs échantillons de taille n n'est pas forcément grand, mais on répète l'opération un grand nombre de fois, et qu'on fait la moyenne de ces estimations, on constaterait qu'elles tendent vers n-1 sur n fois sigma carré qu'on souhaite estimer. Il y a un biais. Il y a un facteur, n-1 sur n, qui va être important si n est petit, si n vaut 3 par exemple, ça vaut 2 tiers, c'est quand même pas rien. Si n est grand, ça c'est presque 1, et c'est moins important. Donc dans ce cas, on sous-estime la variance. Donc la bonne formule pour estimer la variance sigma carré c'est une quantité que vous ne pourrez jamais connaître de manière exacte. Mais vous pouvez l'estimer. On propose deux estimateurs sur ce transparent. Un premier estimateur sigma prime carré qui est biaisé, et dont on ne reparlera plus, et un estimateur qu'on notera S carré, qui lui est non biaisé, et qui consiste à diviser par n-1. Manière de le retenir, ça, c'est de se dire que si votre échantillon est de taille 1, vous ne faites qu'une mesure, vous n'avez aucune chance de pouvoir estimer une dispersion des valeurs, une variance, à partir d'une mesure. Pour estimer si les valeurs que vous obtenez sont plutôt toutes concentrées autour d'un point, plutôt réparties largement, il en faut moins de 2. Donc, si n vaut 1, l'avantage de cette formule, moyen de se rappeler que c'est cette formule qui est la bonne, c'est d'obtenir une division par 0, c'est-à-dire aucune information. Voilà, donc retenez, pour estimer une variance, on calcule la variance, mais en mettant n-1 au dénominateur. On fait une moyenne des carrés des écarts à la moyenne, mais on ne met pas le dénominateur n, le dénominateur n-1. Si on fait le calcul de sigma prime
donné par la première formule, dont j'ai dit qu'on ne parlera plus, et de S. On constate que quand l'effectif est de 300, c'est quasiment la même chose. Quand l'effectif n'est que de 5, il y a un écart qui est quand même beaucoup plus conséquent. Le problème de ces estimations ponctuelles, que ce soit pour la moyenne, pour la variance, et je n'en ai pas encore parlé pour l'écart type, c'est que quand vous prenez deux échantillons, vous obtenez deux valeurs différentes. Donc pour ça, on va plutôt, pour pallier ce problème, on va plutôt essayer de faire des estimations avec des intervalles de confiance. On ne veut pas déterminer une valeur, mais on veut déterminer un intervalle qui contient la valeur qu'on cherche, avec une certaine probabilité fixée à l'avance. Donc obtenir des affirmations de la forme, il y a 95% de chances que le diamètre moyen des pièces fabriquées sur cette chaîne de production soit compris entre 44,6 et 44,86. Traduction, c'est synonyme. Un intervalle de confiance 95% pour le diamètre moyen et 44,6, 44,86. Donc on va apprendre maintenant à déterminer ces intervalles de confiance. En commençant par un cas idéal. Vous allez voir qu'on va refaire encore les mêmes calculs, juste présentés différemment, légèrement différemment, les calculs qu'on a déjà fait quand on a parlé d'échantillonnage. Je commence par un cas peu réaliste, et qui est bien pratique et simple pour commencer. C'est une variable aléatoire dont on souhaite estimer l'espérance, et pour laquelle on connaît la variance. C'est peu réaliste de dire, je ne sais pas quel est le diamètre moyen, mais je sais que ma variable de fabrication des pièces, qui me donne le diamètre des pièces que je fabrique, elle a un écart type de temps. Ça, c'est peu probable. Mais si cette hypothèse était vraie, alors, on a vu déjà que x bar suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré sur n. Si j'enlève mu et que je divise par racine de sigma carré sur n, ça vient à multiplier par racine de n sur sigma. Donc on obtient cette variable-là. Cette variable-là suit une loi normale sans très réduite. Donc la probabilité que la valeur moyenne soit comprise entre l'espérance mu et plus ou moins t fois l'écart type sur racine de n vaut 2f de t moins 1. C'est toujours la même chose. Si ici on met 0,95, on a t qui vaut 2 ou 1,96 en fait. Si on met ici 99,7%, on aura t qui vaut 3. Et si on a t qui prend une autre valeur, on calcule la probabilité par la formule 2f de t moins 1. Si on connaît t, on connaît f de t. Cette inégalité peut aussi être lue à l'envers que celle-là. Plutôt que de dire je connais mu et je souhaite connaître x bar, ça c'est l'échantillonnage, nous on souhaite connaître mu en fonction de x bar. Il suffit dans cette inégalité d'enlever mu des trois côtés, dans les trois membres de l'inégalité. D'enlever mu. On aura donc ici 0, x moins mu et 0. De tout multiplier par moins 1, ce qui change le sens de l'inégalité et le signe, mais comme ce nombre-là et ce nombre-là sont opposés, finalement on se retrouve avec mu moins x bar au centre et ceci ici. Et ensuite on enlève x bar, plutôt on ajoute x bar et on obtient cette inégalité. C'est la même, sauf qu'on a interverti les rôles de mu et de x bar. Donc il suffit de l'écrire, c'est de la manipulation d'inégalité élémentaire. Et là on a quoi? On a mu, c'est ce qu'on cherche à estimer. X bar, on connaît, c'est le résultat de notre expérience, la valeur moyenne de nos mesures. Sigma, on a dit, dans ce cas, on supposait que c'était connu. L, on connaît, on sait combien de fois on a réalisé l'expérience. Et T, on l'a fixé au départ. Donc on connaît tout. On connaît un intervalle de confiance. Application. Si je veux connaître donc, le diamètre moyen des tiges, je vais prendre, pour un intervalle de confiance 95%, T égale 1,96. 2f de t moins 1 égale 0,95. Ça donne T égale 1,96. Je vous laisse faire la vérification avec la table de la loi normale sans très réduite. Donc on aura dans ce cas un intervalle de confiance 95% qui sera de la forme la valeur moyenne 44,73 qu'on avait mesuré, plus ou moins 1,96 fois l'écart type
qu'on avait mesuré. Si on veut un intervalle de confiance 99,7%, même formule, mais avec t égale 3, et on obtient cet intervalle-là. Donc après avoir traité ce cas théorique, on va traiter un cas réel. X suit une loi normale d'espérance mu et de variance sigma carré, on connaît ni l'un ni l'autre. On note x bar la moyenne sur n tirage, on note S l'estimation ponctuelle de sigma, donc x bar c'est la moyenne des valeurs qu'on obtient, S c'est l'écart type estimé avec la formule, on a un n-1 au dénominateur, et alors cette variable là, ce qui a changé par rapport au transparent précédent, c'est qu'on n'a pas sigma ici, on a S. Sigma c'est une valeur exacte mais on ne la connaît pas, S c'est une valeur qui est moins exacte puisqu'elle est juste estimée, mais on a l'avantage de pouvoir la connaître grâce à notre échantillon. Ça ne suit pas tout à fait une loi normale. Ça suit ce qu'on appelle une loi de Student à n-1 degré de liberté. C'est comme une loi normale, une courbe en cloche pour la densité de cette loi, mais plus étalée. Les lois de Student ont toutes une espérance nulle et une variance qui vaut 1. Mais elles ont une répartition des valeurs, c'est une courbe un peu plus aplatie. C'est pas exactement comme une loi normale. Comment on utilise ça avec la table de la loi de Student? Vous cherchez de la même manière un intervalle pour votre valeur que vous voulez estimer mu, qui sera de la forme x bar plus ou moins une valeur de t fois l'écart type estimé divisé par racine de n. Et dans ce cas-là, vous allez en fonction de taux de risque, le risque c'est le complément de la confiance que vous souhaitez, vous voulez un intervalle de confiance 95%, vous voulez mettre 0,95 ici, donc vous allez appeler alpha la valeur 5%. Vous voulez 99% ici, alpha ça sera 1. C'est le risque. Donc vous prenez la table de la loi de Student directement, votre échantillon est de taille n, vous cherchez la ligne n-1, votre taux de confiance que vous souhaitez est de 5%, vous allez lire dans la table 5% de confiance, vous êtes sur cette colonne, tout va se passer dans cette colonne. En fait, on n'utilisera jamais les colonnes de gauche de la table de la loi de Student cette année. Votre échantillon est de taille 5, vous prenez la ligne 4. Vous avez un t qui vaut 2,77. Je rappelle que pour une loi normale, pour un taux de confiance 95%, t devrait valoir 1,96. Donc c'est plus important. Comme vous avez une incertitude sur la valeur de S, vous avez des valeurs qui seront dans un intervalle un peu plus large, malheureusement. Vous faites une estimation moins précise parce que vous avez moins d'informations si vous ne connaissez pas sigma que si vous connaissez sigma. Si l'échantillon est de taille 10, vous allez prendre la ligne 9, une valeur de t qui vaut 2,26. Si votre échantillon est de taille 100, vous allez prendre la ligne 99. Quand elle n'existe pas, vous ne posez pas de questions, vous prenez la valeur la plus proche, donc 100 justement. Vous avez une valeur de t qui vaut 1,98. Et qu'est-ce qu'on constate? Quand la taille de l'échantillon augmente, on se rapproche de la valeur 1,96, qui serait la valeur fournie par la loi normale. En pratique, ce qu'on va voir ensuite, la différence entre loi de Student et loi normale n'a d'effet que si l'échantillon est de taille plutôt petite, et on va prendre en fait 30 comme limite. À partir d'un échantillon de taille au moins 30, vous pouvez utiliser la loi de Student bien sûr, mais vous pouvez aussi vous contenter d'utiliser la loi normale. Donc je résume ça dans cette formule qui était déjà sur le transparent précédent, avec les calculs faits pour un échantillon de taille 5, pour un échantillon de taille 10, je l'ai pas recopié, pour un échantillon de taille 100, pour un échantillon de taille infinie, on retrouve la loi normale. Et donc, je répète que si l'échantillon est de taille importante, l'intervalle de confiance peut se calculer aussi par une loi normale. Donc, en résumé, si vous avez une loi normale pour votre variable, attention, il y a un piège ici, x est supposé suivre une loi normale, et alors dans ce cas-là, racine de n fois x bar moins mu sur sigma, sur s, pardon, suivra une loi de Student. Donc si dans l'énoncé, vous avez l'hypothèse que x soit une loi normale, de paramètres mu sigma carré inconnu, que vous disposez d'un échantillon de taille quelconque, éventuellement petite, 2, 3 seulement,
2-3 mesures seulement, éventuellement. Ça vous fournit une estimation ponctuelle de l'espérance, ça vous fournit une estimation ponctuelle de l'écart-type, et alors votre intervalle de confiance de la forme est de la forme x bar moins ts sur racine de n, x bar plus ts sur racine de n, avec un t de alpha, t qui dépend du risque qu'on lui dans la table de la loi de Student à n-1 degré de liberté. C'est la seule formule que vous pouvez utiliser si vous ne connaissez pas sigma carré, dans le cas où votre échantillon est de petite taille. Voilà. Donc on recopie, on a déjà cité ces valeurs dans le transparent précédent. C'est l'exemple de la mesure de tension, on estime la moyenne, on estime l'espérance, on veut un intervalle de confiance 95%, notre échantillon est seulement de taille 5, donc T au calcul pour la confiance 95%, pour le risque 0,05, vaut 2,77. Ça nous donne cet intervalle de confiance là. Ça c'est la bonne manière de faire. Si on avait calculé, sans trop réfléchir, la situation avec une loi normale, on aurait une valeur de t qui vaut 1,96 et on aurait cet intervalle de confiance. C'est très différent, mais c'est pas pareil. Et remarquez que cet exemple-là ne suit pas déjà ce que j'avais annoncé. Il faudrait en plus, pour pouvoir faire cet exercice de cette manière, avoir dans l'énoncé l'hypothèse, les tensions sont réparties selon une loi normale. Si l'information est absente, on la rajoute. Et si on ne veut pas la rajouter, on ne peut pas faire l'exercice. Si on veut un intervalle à une confiance différente, plutôt que d'avoir un risque 5%, d'avoir un risque 1%, t de 0,01, il y a une erreur ici, ça sera 4,6. Donc l'intervalle de confiance vaut 11,75, 12,19. Alors que si on faisait le calcul avec une loi normale, on obtiendrait cet intervalle. Enfin, dernier cas, dernière situation, si vous avez toujours la situation où vous ne connaissez ni l'espérance ni la variance de votre loi, que vous ne connaissez pas la loi non plus elle-même, pas forcément une loi normale, mais que vous avez un échantillon de grand effectif, au moins 30, alors vous avez le droit de nouveau de réutiliser la formule qu'on utilisait dans le cas idéal. Donc dans ce cours, on a 3 transparents qui disent un peu la même chose. Le premier, le cas idéal, vous pouvez l'oublier. Premier transparent avec ses intervalles de confiance donnés par le loi normale, oubliez-le, c'était utile pour expliquer le phénomène, mais il ne va pas servir. Les transparents à retenir, c'est le précédent sur la loi de Student, les valeurs sont réparties selon une loi normale, l'échantillon est de taille petite ou grande éventuellement, on utilise la loi de Student. Quelle que soit la taille de l'échantillon, on peut utiliser la loi de Student. Deuxième situation, la loi est inconnue, mais l'échantillon est grand. Alors, vous avez toujours des intervalles de confiance fabriqués de la même manière. X bar moins ts sur racine de n, x bar plus ts sur racine de n, avec, pour t quelconque, une probabilité 2f de t moins 1. Les 4 lignes qui suivent ne sont que des cas particuliers. Si t vaut 1, confiance 68%. Si t vaut 1,96, confiance 95%. Si t vaut 2, confiance 95,4%, c'est presque pareil. Si t vaut 3, confiance 99,73%. Donc, ce point-là, en fait, contient tous les autres, mais ces valeurs-là, c'est utile de les connaître par cœur parce qu'elles reviennent souvent. On va beaucoup plus souvent travailler des probabilités de 95% que plus exotiques de 98 ou 97 ou 99%. Donc pour estimer la moyenne par un intervalle de confiance, je répète, 2 transparents. Celui où on utilise la loi de Student pour un effectif qui n'est pas forcément grand, celui où on peut utiliser la loi normale dans le cas où l'effectif est grand. Pour l'estimation d'une proportion, je ne vais pas refaire le raisonnement, mais on va se baser sur ce qu'on a fait pour l'échantillonnage de la proportion tout à l'heure. J'ai une proportion de présence d'une caractéristique au sein d'une population que je ne connais pas. Mais je vais faire un sondage. Je vais prendre un échantillon de taille n, je vais regarder la fréquence d'apparition de cette caractéristique. Avoir voté pour le candidat A, être gaucher. Donc je veux estimer la proportion de votants pour le candidat A dans la population, je fais un sondage sur un échantillon.
Je veux estimer la proportion de gauchers dans la population française. Je fais un sondage sur un échantillon de quelques dizaines, centaines, milliers de personnes. Alors évidemment, l'estimateur ponctuel de la fréquence, c'est naturel, on va prendre la valeur X, nombre d'éléments qui possèdent cette caractéristique, divisé par N. Sous certaines hypothèses, j'ai précisé ici que je ne vous demande pas de connaître par cœur, si l'effectif est vraiment grand, si la probabilité est entre 20 et 80%, alors on a le droit d'utiliser l'approximation de la loi binomiale par la loi normale, et au final on obtient une fréquence qui suit une loi normale avec ces caractéristiques-là. Problème, on veut estimer P, et on ne connaît pas P, donc on ne connaît pas non plus la variance. Alors on va estimer la variance par son estimation ponctuelle, c'est-à-dire on va utiliser la fréquence. Donc F, on suppose que ça suivra une loi normale de paramètres P, on cherche, et F1 moins F sur N, qu'on connaît grâce à notre échantillon. Tout ça, ça fait beaucoup d'approximations, donc on ne peut le faire de manière raisonnable que si l'effectif est vraiment grand. Vous savez bien que vous ne pouvez pas faire des sondages fiables. Si vous interrogez 50 personnes, le nombre minimal de gens qu'on interroge dans un sondage, on veut qu'il ait une significativité pas ridicule, c'est quand même quelques centaines de personnes. Sinon, vous avez encore une fois le même genre de résultat. Vous avez une proportion P qui aura une probabilité 2f de t-1 d'être dans un intervalle centré sur f et plus ou moins t fois racine de f1 moins f sur n. Exemple, je fais un sondage sur 1000 personnes prises au hasard et le candidat A fait 52% sur mon échantillon. Quelle est la proportion réelle d'intention de vote dans l'ensemble de la population? La fréquence mesurée sur l'échantillon, c'est 52%. L'estimation ponctuelle de l'écart type, ça sera racine carrée de f1 moins f sur la taille de l'échantillon, sur 1000. Elle est là. Alors, formule précédente. J'estime que dans l'ensemble de la population, l'intervalle de confiance 95%, donc il y a 95% de chances de contenir le nombre réel de votants pour le candidat A dans la population. Il est centré sur la valeur mesurée sur notre échantillon. Plus ou moins T fois, donc 1,96 fois l'écart type qu'on a estimé ici. Ça nous fait un intervalle de confiance 48,9%, 55,1%. Vous voyez qu'avec un échantillon qui est de taille seulement 1000, il y a quand même une grosse marge d'erreur potentielle. Et c'est souvent le cas des sondages. Les sondeurs estiment souvent que sur un échantillon de taille 1000, ils ont 2% d'erreur dans un sens ou dans l'autre possible. Ici, j'ai pas 2% d'erreur, j'ai plutôt 3%, parce que moi j'ai pris vraiment un échantillon au hasard. C'est tout ce que je sais faire dans le cadre de ce cours. Les sondeurs estiment, mais on peut toujours discuter de leurs estimations, que s'ils choisissent leur échantillon de manière non aléatoire, mais en respectant certaines origines géographiques, répartition des âges, répartition des professions des gens qu'ils interrogent, ils obtiennent un peu mieux que le pur hasard. Si je veux un intervalle de confiance, non pas 95%, mais 99%, il faut que je trouve la valeur de t correspondante en résolvant l'équation 2f de t-1 égale 0,99, f de t égale 99,5%, lecture de la table de la loi normale, on trouve t égale 2,57. Et donc la même formule, mais avec cette nouvelle valeur de t, me donne cet intervalle de confiance. Au risque 10%, même principe de calcul, on trouve t équivaut à 64, et ça fait cet intervalle de confiance-là. Alors vous voyez un phénomène qui peut paraître un petit peu étrange, mais qui en fait est très logique, je vais l'expliquer, c'est que plus vous augmentez la confiance que vous voulez accorder à l'intervalle, là elle est de 99%, là elle est de 95%, là elle est de 90%. Pardon, là j'ai diminué. Plus vous diminuez, excusez-moi, la confiance, 99, 95, 90% de confiance, plus vous augmentez la taille de l'intervalle. Confiance 99%, risque 1%, j'ai un intervalle. 95%, l'intervalle est plus petit.
90%, l'intervalle est encore plus petit. Ça peut paraître contradictoire, je veux avoir une grande confiance et j'obtiens une grande incertitude sur le résultat. Mais c'est logique, si vous jouez aux fléchettes, vous voulez viser votre cible, pour gagner à tous les coups, il faut prendre une grande cible. Là c'est pareil. Si vous voulez avoir une grande confiance dans votre intervalle, plus il est grand et moins vous avez de chances d'être à l'extérieur de cet intervalle. Ça n'améliore pas vraiment le résultat. Cette histoire de taux de confiance n'améliore pas vraiment le résultat. Ce qui change, si vous voulez vraiment avoir un sondage plus précis, ce qui peut changer, c'est d'augmenter la taille de N. Ça oui, ça va vraiment améliorer les résultats. Dernière remarque. Si on veut cette fois-ci un intervalle pour lequel le risque commencerait à 0,5. Évidemment, c'est intéressant d'avoir ça parce que là, le candidat, il peut être élu ou pas élu dans chacun des intervalles que j'ai étudiés. J'aimerais connaître le taux de confiance qu'il faudrait avoir pour que mon intervalle commence à 0,5 et donc m'assure, avec le taux de risque que je choisis, que le candidat sera élu. Pour ça, il faut déterminer la valeur de t à mettre pour que la borne gauche de l'intervalle, valeur moyenne moins t fois l'écart type, commence à 0,5. Ça vous donne une valeur de t. Ça vous donne donc une valeur de f de t par une lecture directe de la table de la loi normale. Ça vous donne la valeur 2f de t moins 1 qui vous donne le taux de confiance. Et donc, ici, il est de 79,6%. Mais ça n'est pas forcément la bonne manière de faire si on veut répondre à la question le candidat sera-t-il élu ou pas élu? Parce que dans votre intervalle de confiance, qui serait donc de la forme 0,5 pour le début, puis une valeur de 0 à calculer, mais qui serait peut-être de l'ordre de 0,57 ou 0,58 de l'autre côté, ou 0,6 de l'autre côté, vous considérez que votre intervalle, enfin vous ne pouvez pas associer cet intervalle-là, le candidat va être élu, parce que si le candidat a un score qui dépasse la borne droite de l'intervalle, 70%, 80%, 90%, il sera élu aussi. Donc si on veut répondre à la question le candidat sera-t-il élu ou pas, vous allez chercher un intervalle qui sera limité à gauche par la valeur 0,5, mais à droite il peut aller jusqu'à 100%, jusqu'à 1. Et en pratique, on va même utiliser la valeur plus l'infini, ce qui ne change pas grand chose mais qui nous permet d'utiliser la loi normale plus facilement. Nous ce qu'on voudrait, c'est que la probabilité que la fréquence moins t fois l'écart type soit plus petit que p, avec cette valeur de t, on voudrait calculer ça, pardon, avec un intervalle qui n'a pas de limite à droite. Ce qu'on a calculé dans le transparent précédent, c'est ça. La probabilité que la proportion réelle de vote dans la population soit encadrée par deux valeurs centrées sur f. Cette valeur droite, si la question c'est être élu ou pas élu, elle peut être illimitée. Donc la probabilité que f moins 0,0158 fois t soit plus petite que p, c'est ici non pas 2f de t moins 1, mais juste f de t. f de 1,27, le 1,27 est lu dans la table, enfin est mis dans la table et ça nous donne une probabilité de 89,8%. Donc là, avec cette méthode, on peut prédire que le candidat sera élu avec un risque de 10% de se tromper. Si notre sondage nous donne 52% des voix pour le candidat A, on peut prédire qu'il a 90% de chance à peu près d'être élu. Où sont passés les 10% restants? En fait, si vous avez un échantillon qui vous donne un nombre de votants de 52% en faveur du candidat A, ce qui peut se passer, c'est que le hasard dans la constitution de votre échantillon, dans le choix des gens que vous alliez interroger, le hasard est fait que vous n'avez interrogé que des candidats, enfin plus de candidats qui souhaitaient voter pour le candidat A que dans la réalité. Le hasard dans la constitution de l'échantillon fait que votre échantillon n'est pas le reflet, à coup sûr, de la population. Il est le reflet, probablement, et on évalue dans tout ça justement le risque qu'il y ait une discordance entre l'échantillon et la population réelle. On va par la suite parler de tests d'hypothèse. Donc ça sera la réutilisation de ce qu'on vient de faire, exactement les mêmes types de calculs, mais pour répondre à des questions directement du type le candidat sera-t-il élu, comme je viens de le voir, la durée de vie d'un composant est-elle au moins de 1000 heures, etc. Donc on va voir ça dans le prochain cours.